Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose de vous présenter mon portefeuille, porte-monnaie, trousseau de clés numérique, le produit que je balade avec moi au quotidien et qui vient remplacer beaucoup de choses que vous avez peut-être dans votre poche, dans votre sac à main, dans votre besace, je ne sais trop dans quoi vous pouvez stocker tout ça, mais ça remplace en tout cas tout ce que vous voyez ici sur mon bureau. L'objet de cette vidéo c'est de vous expliquer comment moi j'ai modifié mes usages, parce que j'ai toujours un téléphone sur moi, voire une montre connectée, donc avec ce genre de produit, on peut se permettre de sortir de chez soi sans emmener tout ça. Ça permet, donc comme vous avez, j'imagine comme moi, toujours votre smartphone avec vous, eh bien peut-être vous serez dans une situation où vous pouvez vous permettre de sortir juste avec un smartphone et de faire vos activités du quotidien en ayant juste votre smartphone. Avec quelques contraintes parfois, quelques limitations parfois, mais quand même ça peut être super intéressant. Évidemment, moi l'objectif c'est pas de vous vendre la solution entre guillemets, vous faites comme vous voulez avec vos affaires, avec votre maison, votre voiture, vos moyens de paiement, c'est vous qui décidez comment vous voulez vous y prendre. Je vous explique juste comment je m'y prends au quotidien, et j'ai fait ce choix il y a plusieurs années d'essayer autant que possible de dématérialiser tout ça, pour un niveau de sécurité largement supérieur, mais aussi pour une praticité largement supérieure. Je peux pas encore tout dématérialisé entre guillemets, en particulier vous voyez ici, j'ai mes clés de voiture qui est une Peugeot 207 tout à fait classique. Eh bien je n'ai pas une Tesla ou une voiture très récente et donc je ne peux pas ouvrir ma voiture avec un smartphone, pas encore, le jour où j'en changerai peut-être ce sera possible, mais en tout cas vous voyez ici tout ce que je peux faire. Donc je peux en particulier ouvrir mon logement, donc les portes d'entrée ou portes de service, je peux l'ouvrir juste avec un smartphone ou avec ma montre, mais je vous le redis, je vous présenterai pas ma montre en particulier, on va se concentrer sur le smartphone. J'ai mes moyens de paiement, donc soit les cartes bleues, soit l'équivalent de payer en liquide, donc des micro-paiements via du sans contact. Ça, je vous présenterai comment je m'y prends, parce qu'il y a plusieurs applications qui existent, et moi j'utilise la variante de Samsung. J'ai dématérialisé aussi mes cartes de fidélité. Donc ici, je vous ai montré par exemple une carte Carrefour, mais ça pourrait être d'autres cartes. À partir du moment où c'est des cartes simples, donc des cartes sans bande magnétique ou sans puce, ça se dématérialise facilement. Vous pouvez aussi dématérialiser, moi j'utilise pas ça, mais vos titres de transport, certains, que ce soit pour prendre l'avion, Pass Navigo, les choses comme ça, vous pouvez obtenir une version numérique sur votre smartphone. La carte d'assurance maladie, je l'ai mis là, mais c'est quelque chose qui va venir dans le futur. Par contre, les documents d'identité, c'est déjà possible avec France Identité. Donc, vous pouvez dématérialiser votre carte d'identité si vous avez la nouvelle génération, donc celle qui est ici, la petite carte au format carte de crédit. Et dans la foulée, vous pouvez aussi avoir votre permis de conduire. Très prochainement, donc dans les mois qui vont arriver, la carte grise de votre voiture. Donc vous voyez que vous pouvez commencer à sortir avec tout ça, l'équivalent en tout cas de tout ça, juste dans un smartphone que de toute façon vous avez au quotidien. Alors ici dans cette vidéo, je parle bien d'une transition numérique, donc de ces moyens de paiement, moyens d'identification, moyens d'accès aussi avec vos clés. Je parle bien de transition numérique. On parle de numérique. Je rappelle juste pour les gens qui parlent de digital tout le temps, le digital c'est le doigt, c'est éventuellement la petite plante, mais ça n'a rien à voir avec le numérique. C'est une américanisation du terme digital. Ici on va parler de numérique, et je le redis parce que à chaque fois que j'entends digital, utilisateur et à travers, ça me choque toujours un petit peu. En France on dit numérique. Donc dans ce smartphone, j'ai l'équivalent de tout ça, avec plus ou moins de facilité d'usage, plus ou moins de contraintes, mais ce qu'il faut retenir, c'est que quoi qu'il arrive, en général, c'est plus facile d'accès. Payer sans contact, ça veut dire ne pas avoir à gérer, ici je vous ai mis des billets, mais c'est pas avoir à gérer la petite monnaie, devoir la ranger dans le portefeuille, faire la pointe, des choses comme ça. Alors il y a des gens qui aiment ça, moi je déteste ça, quand on me rend des centimes, je sais jamais quoi en faire, je sais jamais où les stocker, et ça me fait augmenter la taille de mon portefeuille, et du coup, je me balade avec un poids mort qui me sert à rien, donc le payer en sans contact, ça me va très bien, comme ça je paye au centime près, et c'est pas contraignant. Évidemment c'est peut-être plus contraignant pour le commerçant ou autre qui a des frais, mais pour moi ça me va très bien. L'accès à mon logement, alors là c'est sans commune mesure en termes de sécurité, et c'est comme les moyens de paiement, la vérification de votre identité par votre smartphone avec les moyens actuels, que ce soit l'empreinte digitale, la reconnaissance faciale ou la reconnaissance rétinienne, c'est sans commune mesure en termes de sécurité par rapport à un libre accès à tout ça, puisque évidemment ça vous avez ça dans votre poche, donc si vous le perdez, si quelqu'un vous le vole, il a directement accès à tous ces produits-là, alors qu'un smartphone, je ne pourrais pas me connecter si je ne mets pas mon empreinte digitale, ou si je n'ai pas configuré pour qu'il se déverrouille. Par exemple ici, quand je porte ma montre et que la montre est à proximité, il reste déverrouillé pour faciliter l'accès, mais quand on fait un moyen de paiement, le smartphone se verrouille, et d'autres utilisations comme la présentation d'un titre d'identité obligent à déverrouiller le smartphone. Donc c'est une vraie sécurité supplémentaire, une vraie facilité d'utilisation, et dans cette vidéo je vais vous présenter
Le moyen de paiement, donc il y a en gros, si vous êtes sur Android, Samsung Pay, Google Pay. Moi j'utilise Samsung Pay parce que j'ai un smartphone Samsung et je trouve l'application meilleure côté Samsung que côté Google, mais vous avez Google Pay ou de l'Apple Pay si vous voulez de l'Apple. Côté clé, j'utilise mon installation domotique, donc en local, mais j'ai une installation Nuki pour mes clés d'accès, donc je vous montrerai Nuki rapidement, mais ça j'ai fait des vidéos dédiées, donc vous connaissez. Donc les moyens de paiement on a vu, et puis pour la partie identité, je vous présenterai l'identité numérique donc française, l'application française d'identité numérique, et rapidement France Identité, donc de la Poste, juste si vous avez besoin de prouver votre identité, ça peut être aussi pratique d'avoir ça. Voilà, tout ça tient là-dedans, c'est l'idée de cette vidéo, de vous expliquer vite fait comment j'utilise tout ça. C'est un sujet, je sais, qui est polémique, il y a beaucoup de gens qui ont peur de dématérialiser, qui ont peur d'utiliser des variantes numériques. Pour autant, c'est en général une variante qui est beaucoup plus sécurisante et beaucoup plus sécurisée que tout ce que vous pouvez avoir là. Ici, on est bien d'accord, en cas de perte ou de vol, la personne a un accès immédiat à tout ce que vous avez là. Si vous faites un paiement avec votre carte bleue, par exemple, si vous ne faites pas en sans contact, mais que vous faites un paiement d'un certain montant, vous allez être obligé de taper votre code à 4 chiffres. Un code à 4 chiffres, on regarde par-dessus l'épaule, on surveille ce que vous faites, on peut le récupérer très facilement. Personne ne peut facilement vous piquer votre empreinte digitale pour aller valider un paiement en fait via une carte dématérialisée. C'est beaucoup plus compliqué et les moyens à mettre en œuvre sont extrêmement compliqués par rapport à vous piquer votre code à 4 chiffres, voire vous menacer pour le prendre. Évidemment, on pourrait aussi vous faire déverrouiller votre téléphone, mais en général, les paiements, vous les faites en public, donc c'est beaucoup plus compliqué que de vous piquer la carte, de vous piquer discrètement le code et d'aller faire le paiement sur un moyen de paiement. Pareil pour les clés, vous avez des solutions, quand vous avez des clés dématérialisées, que vous n'avez pas avec un trousseau de clés, vous le perdez, la personne, si elle sait où vous habitez, elle peut directement avoir accès à chez vous, il faut changer les verrous et tout ça. Ici, si vous ne vous baladez pas avec un trousseau de clés, c'est des clés numériques, vous les renouvelez, si jamais vous les avez prêtées à quelqu'un, si vous avez donné un accès temporaire, ça peut être désactivé, ça peut être révoqué, il n'y a pas de support matériel, donc il n'y a pas de risque qu'il y ait une copie, un clone, ou que quelqu'un vous prenne vos moyens d'ouvrir votre voiture ou votre maison. Voilà, donc c'est plein d'avantages. Pareil pour la présentation d'identité, une copie de carte d'identité, ça se fait très facilement. Une carte d'identité, ici, elle est biométrique, et en plus, vous avez des moyens de fournir temporairement un justificatif d'identité que la personne ne pourra pas réutiliser au-delà d'une certaine durée. Une carte d'identité, la plupart du temps, je pense que vous connaissez la situation, les gens font une copie, photocopie, recto verso, et vous savez pas ce que ça devient. Les gens peuvent le garder éternellement, vous avez ça qui traîne peut-être quelque part dans une banque, un assureur, je ne sais trop où, ça peut partir à la poubelle, quelqu'un peut récupérer les papiers, peut-être faire des faux, des choses comme ça. C'est, je trouve, extrêmement problématique, et il y a beaucoup de gens qui ne s'en soucient pas. Moi, j'ai pas envie que n'importe qui ait accès à un clone de ma carte d'identité. Voilà, je vous présente tout ça rapidement, mais dans l'introduction, vous avez compris, donc normalement, mon point de vue et en quoi ça consiste, ce que j'ai envie de vous présenter, et j'espère que le sujet vous intéressera. À nouveau, je vous le dis, j'essaie pas de vous convaincre, j'essaie juste de vous dire ce que j'utilise au quotidien, c'est avoir mon smartphone, ma montre connectée, comment je l'ai déployé chez moi, ce que j'aimerais voir arriver, ce que j'utilise déjà, ce qui fonctionne, ce qui me plaît un petit peu moins, et comme ça vous fera un avis. Et puis si vous avez des remarques, il y a les commentaires pour ça. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'hésitez pas à le dire, mais dans le respect, évidemment, faut quand même respecter un minimum la personne pour pouvoir faire un retour, même si vous n'êtes pas d'accord. Et puis si jamais il y a beaucoup de retours, s'il y a des questions additionnelles sur un mode en particulier, moyen de paiement ou présentation de l'identité ou des choses comme ça, je referai un petit sujet dédié pour compléter si jamais il y a des choses que je n'ai pas dites et qui nécessiteraient d'être dites. Donc je vous l'ai dit, c'est pas sur ma voiture que je vais pouvoir vous montrer l'ouverture des portes avec un smartphone, mais ça existe, c'est juste qu'il faut renouveler sa voiture. Moi, ma voiture fonctionne très bien. Le jour où j'aurai des soucis, le jour où ce sera intéressant pour moi, je la renouvellerai, mais pour le moment, j'ai pas besoin de la renouveler, donc je n'ai pas malheureusement de possibilité de l'ouvrir avec un smartphone en m'approchant ou en faisant une action quelconque. Je ne peux pas la piloter à distance, des choses comme ça, mais bon, c'est pas grave. Mais je sais que le jour où ma voiture sera changée, c'est quelque chose auquel je ferai attention parce que j'y suis sensible, mais il faut aussi que ce soit bien fait, parce qu'il y a des constructeurs qui sont peu vigilants en termes de sécurité, mais c'est le cas aussi avec des clés, hein. Si vous avez des clés avec un bip, si vous avez des répétiteurs, des choses comme ça, ce ne sont pas des codes tournants ou des choses un petit peu sécurisées, vous pouvez vous retrouver avec une voiture qui s'ouvre parce que quelqu'un vous a piqué le code, etc. En tout cas, c'était le cas sur les premiers modèles de véhicules, et il y a toujours des failles de sécurité parfois. Il y a des constructeurs qui font bien les choses, d'autres qui font moins bien les choses. Donc,
Pour la voiture, j'oublie pour le moment, mais pour le contrôle d'accès à mon logement, j'ai verrou connecté sur ma porte de service, ici c'est ma porte de service donc qui est dans le garage, et sur ma porte d'entrée. Donc on commence par la porte de service. Quoi qu'il arrive, je vous renvoie vers mes vidéos domotique, donc pour tout ce qui concerne détection de mouvement pour l'alarme, vidéosurveillance, parce que j'ai de la vidéosurveillance partout. Vous voyez ici par exemple j'ai 2 caméras dans le garage, je vous expliquais parce que je peux ouvrir mon garage qui sert de boîte aux lettres. Quand j'ai un gros colis qui arrive, que je ne suis pas chez moi, je peux donner l'accès à mon garage, à la personne pour qu'elle dépose le colis, et comme ça, moi, je récupère un colis gros, sans avoir besoin de me déplacer à l'endroit où on va le récupérer. Pour le livreur, c'est plus facile, et puis ça me permet, comme ça, de surveiller aussi que tout s'est bien passé. Et donc, pour l'accès via le garage, donc en porte de service à mon logement, j'ai le keypad Nuki d'ancienne génération, et juste pour vous expliquer la situation, si jamais je n'ai chez moi plus d'électricité, plus d'internet, c'est absolument pas un souci. Ce produit-là est connecté directement au verrou qui est là. La partie sécurité est vraiment très bien conçue chez Nuki. Il y a en plus des audits de sécurité pour ces petits boîtiers. Donc il faut connaître le code. Si on vous le vole, parce que c'est toujours possible, c'est un petit bout de plastique, on peut vous le voler, on ne pourra rien en faire. Il a un code à l'intérieur qui le protège. Donc on ne peut pas le réinstaller sur une autre installation Nuki. Et on ne peut pas non plus aller le désassembler ou quoi pour aller rechercher dessus quel était le code d'origine. Donc de toute façon, déjà vous vous rendrez compte que le produit a été volé, et en plus, le produit peut ni être réutilisé, ni être hacké pour aller récupérer le code qui est dedans. En tout cas pour le moment, personne n'a réussi à le faire, et je doute que quelqu'un y arrive, mais si jamais quelqu'un y arrivait, je pense que ça serait donc Nuki avertirait les utilisateurs qu'il y a une faille quelconque. Honnêtement, il faut se remettre à niveau par rapport à ce que vous voulez protéger. C'est-à-dire ce que vous voulez protéger, c'est l'accès à votre logement, c'est-à-dire la porte et le cylindre qui est ici. Si vous avez, comme ici c'est une porte de service, elle est moins sécurisée que ma porte d'entrée, c'est une porte avec des petites goupilles, c'est une porte qu'on peut ouvrir avec un pied de biche ou un tournevis quand on sait exactement où le mettre. On peut percer le verrou, ça va prendre du temps parce que j'ai mis quand même un verrou sécurisé, mais on pourrait le percer. On peut le crocheter si on sait s'y prendre, mais c'est pareil, c'est un verrou relativement sécurisé. Donc il faut commencer à s'être entraîné un tout petit peu pour l'ouvrir, mais quelqu'un qui a l'habitude pourra l'ouvrir en quelques dizaines de secondes, je pense. Donc c'est ça qu'on veut sécuriser. Si vous partez déjà de quelque chose qui a un verrou type boîte aux lettres, et c'est une porte en bois avec juste ici un pen et c'est tout, de toute façon vous partez très mal en termes de sécurité. Donc c'est pas la peine de me dire qu'un verrou connecté risque de compromettre la sécurité de votre logement. Vous êtes déjà en danger en fait, vous avez déjà quelque chose qui n'est pas sécurisé. Donc ça va pas compromettre grand chose. Mais ce niveau, cette implémentation, ici ne serait-ce qu'avec un keypad et un verrou connecté, est largement plus sécurisé que se promener avec une clé. Malheureusement, donc dans cette version de keypad, vous allez voir tout à l'heure avec la version avec l'empreinte digitale, ici on est obligé de taper un code, donc il faut être quand même à l'abri des regards indiscrets. Mais le gros intérêt aussi d'un keypad pour l'accès à son logement, c'est des scénarios auxquels on n'a pas accès quand on a une clé. Par exemple, imaginez que je sois en danger, c'est-à-dire que je rentre chez moi, mais je suis sous la menace de quelqu'un qui me force à rentrer chez moi pour, derrière, je ne sais pas, en tout cas, essayer de me faire du mal, très probablement, et peut-être me voler des choses, des menaces de ce type-là. Eh bien, avec le keypad, alors Nuki, je crois, n'a pas la solution implémentée, mais si vous le faites vous-même, c'est-à-dire si vous avez vous-même votre keypad sur votre installation domotique et que vous pilotez votre verrou connecté, vous pouvez le faire. Vous pouvez avoir, donc déjà, un code d'accès par personne qui accède au logement, avec des codes temporaires, si vous avez de la famille ou des amis qui vous rendent visite, ou du personnel, quelqu'un qui va faire le ménage chez vous, vous lui donnez l'accès que aux horaires où la personne est censée être là, ce qui vous permet d'éviter une personne qui rentre chez vous alors qu'elle ne devrait pas être chez vous. Et en plus, vous pouvez avoir un code spécifique pour dire là je suis sous une contrainte physique, donc quand je vais taper ce code là, la porte va s'ouvrir, l'alarme va se désactiver comme d'habitude, de manière à ce que ça n'alerte pas la personne qui est avec moi, mais ça va envoyer automatiquement un message, je sais pas, mes contacts par exemple de ma famille proche, ou peut-être directement aux forces de l'ordre, si jamais vous avez un moyen de le faire directement, mais je pense que vous pouvez au moins contacter des personnes qui vous sont très proches, pour dire voilà, là je viens de rentrer chez moi, mais il y a quelque chose qui va pas, je suis sous la contrainte de quelqu'un, et juste en tapant un code on va dire, de secours. Donc vous voyez, c'est des choses qu'on peut mettre en place quand on a quelque chose d'évolué en termes de dématérialisation, qu'on peut pas faire avec une clé, puisqu'avec une clé, évidemment, à part si vous avez derrière une armée de petits animaux et que vous secouez le trousseau, je doute que quelqu'un vous vienne particulièrement en aide. Ici, on est sur une installation domotique complète, donc je vous montre vite fait l'interface. Alors ici, c'est JDOM Connect. C'est juste pour vous expliquer que
Évidemment, si vous installez juste un verrou connecté avec son keypad associé, vous aurez la possibilité d'ouvrir comme ça. Donc en général, c'est sans internet, sans énergie, donc sans électricité. Donc quoi qu'il arrive, vous pourrez toujours rentrer chez vous. Mais si en plus vous avez une installation domotique, vous pouvez surveiller. Donc là, vous voyez entrée garage. Vous voyez qu'il n'y a pas de petite clé, donc ça veut dire que la porte n'est pas verrouillée, donc vous pouvez déjà surveiller si vous avez bien fermé ou pas votre logement, c'est pas rien. Et en plus, vous pouvez avoir des actions évoluées, c'est-à-dire que moi, quand je verrouille ou quand je déverrouille, ça déclenche l'alarme, ça éteint les lumières, ou quand je rentre, ça allume les lumières pour m'accueillir, et éventuellement, ça désactive la vidéosurveillance, des choses comme ça. Donc vous pouvez créer plein de scénarios autour de tout ça. Donc ici évidemment le keypad ouvre le verrou, mais quand je passe par mon application domotique, ça fait plein de choses sur chauffage, donc gestion de l'énergie, la lumière, la gestion de la vidéosurveillance, donc de la sécurité avec l'enclenchement de l'alarme ou le déclenchement de l'alarme. Donc voilà, vous pouvez faire des choses beaucoup plus évoluées, je rentre pas dans le détail parce que j'ai des vidéos dédiées là-dessus, mais c'est pour vous expliquer que vous pouvez faire des choses plus intéressantes que juste ouvrir le verrou en tapant un code, puisque vous pouvez le faire avec une empreinte digitale directement sur votre smartphone. Je vous montre rapidement comment ça se passe, mais si vous voyez ici, je veux déverrouiller chez moi, vous voyez qu'on va me demander une identification de sécurité, soit par visage, soit par empreinte digitale. Et ça, c'est beaucoup plus sécurisant, évidemment, que d'avoir son trousseau de clés que n'importe qui peut utiliser, voire peut-être, sur certaines clés, la plupart des clés, en faire des clones et rentrer à votre insu. Là, ici, non seulement je verrouille ma porte et l'ouverture, si vous sortez pas de clé de chez vous, se fait forcément par ce type de service, mais en plus, si quelqu'un venait à forcer ma porte, comme mon verrou est connecté, j'aurai une information que le verrou vient d'être forcé, voire, comme j'ai des capteurs sur la porte, que la porte est ouverte. Et donc, ça me donnera des informations que je n'aurais pas avec un simple jeu de clés, en fait. Le verrou connecté, juste si vous l'avez jamais vu, mais regardez mes vidéos dédiées, il est là, donc j'ai juste à réenclencher et je peux soit appuyer, soit tourner directement la bague. Pareil, s'il n'y a pas d'énergie, s'il n'y a plus de pile, le verrou me remonte les informations, donc normalement je ne serai jamais en panne. Éventuellement ça peut se bloquer, mais comme j'ai une porte de service, une porte d'entrée, c'est peu probable que les deux tombent en panne en même temps, hein, donc il n'y a vraiment pas de risque et les deux sont autonomes, donc la panne de l'un ne peut pas avoir un impact sur la panne de l'autre. Il faut faire attention à ce genre de choses-là quand on sort juste avec un smartphone de chez soi, mais si on y fait attention, il n'y a pas de souci. Donc je peux appuyer par exemple sur le bouton et la porte se reverrouille. J'ai un indicateur visuel qui me dit que c'est fermé, l'application et mon installation domotique savent que c'est fermé, et évidemment, c'est fermé. Et donc, je vais vous montrer aussi la porte d'accès, la porte principale du logement, et j'ai exactement le même type de verrou connecté dessus. Ça, c'est le verrou de nouvelle génération. Si vous faites de la domotique, celui-là, vous le connaissez, il est compatible SRAD et Matter, et de la même manière, je peux accéder à mon logement, sortir de mon logement, juste en appuyant sur le verrou. Et ici, j'ai le même type de sécurité, sauf que j'ai détecteur d'empreinte digitale, ce qui me permet de verrouiller et de déverrouiller avec le doigt. Donc voilà, fini les clés, fini les problèmes, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus sûr. Évidemment, toujours la même chose, là je l'ai fait directement, c'est la solution de repli quand je fais ça pour partir, mais j'ai aussi directement via l'application mobile de mon smartphone la possibilité de fermer le verrou et de faire tout le nécessaire, donc couper les lumières, couper le chauffage et tout ça, et d'activer mon alarme puisque tous les ouvrants, partout il y a de la sécurité avec des capteurs, des détecteurs de mouvement, donc tout est sécurisé partout pour me permettre d'avoir des informations sur l'état de mon logement. Donc ça c'est un tout, mais je pense que le verrou connecté est un bon choix si vous voulez sécuriser votre logement, mais ne le faites pas avec n'importe quel type de produit. Il faut des produits qui ont passé des audits de sécurité, il faut des produits qui fonctionnent purement en local, donc pas connectés à Internet. Vous pouvez les connecter ensuite à Internet, mais il faut que de base ils fonctionnent en local. Si possible avec des moyens d'accès qui fonctionnent directement en local et qui vous permettent d'avoir des solutions de repli quand il y a un souci particulier. Parce que vous pouvez imaginer le pire, vous avez tout votre réseau qui tombe en panne, donc vous n'avez plus d'accès à votre domotique, même en local ça ne fonctionne plus, vous avez votre installation domotique qui tombe en panne, etc. Il faut vraiment revenir à une solution de base pour ouvrir ce verrou, parce que sinon, si vous n'avez pas de solution de repli, évidemment, la dernière solution de repli, ce sera d'avoir une clé, mais si vous sortez de chez vous avec une clé, vous perdez tout l'intérêt que je vous évoquais, c'est-à-dire d'utiliser uniquement un smartphone. Là, évidemment, si vous partez avec la clé hors de chez vous, vous retombez sur les problématiques habituelles et donc le smartphone n'apporte pas tant de solutions que ça puisque vous avez les deux, quoi qu'il arrive. On attaque maintenant les moyens de paiement. Alors c'est une partie que je vais survoler parce que je vais pas aller dans le détail évidemment, ne serait-ce que parce que je vais pas vous montrer le paiement sur une machine et compagnie et que j'ai choisi d'utiliser Samsung Wallet, Samsung Pay,
que j'ai laissé tomber Google Wallet, donc je peux pas vous faire une comparaison exhaustive, et que je n'utilise pas l'écosystème Apple, donc tout ce qui est Apple Pay, je ne le connais pas. Ce que je voulais quand même vous faire savoir, c'est que donc quand on parle de wallet, et d'ailleurs c'est pour ça que la plupart des applications comme Samsung Pay et compagnie, que je peux vous ouvrir d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas de trop d'informations confidentielles quand je les ouvre, donc elles s'appellent Wallet, parce que dedans on y met maintenant plus que uniquement des moyens de paiement, on y met aussi des cartes de fidélité, des cartes d'adhérents de club, des choses comme ça, et aussi vous avez la possibilité dans les wallets de stocker des clés de voiture, pour les voitures qui sont compatibles et pour les marques qui sont compatibles. Vous avez aussi, dans certains cas, alors pas en France, puisque la France n'a pas retenu ça, mais pour Google par exemple, vous avez aussi la possibilité de stocker des cartes d'identité, en tout cas des moyens d'identification, directement dans ce type d'application. C'est pour ça que ça s'appelle Wallet. Donc moi je les utilise plutôt en moyen de paiement et gestion de la fidélité, mais ça peut aller au-delà. Je voulais aussi préciser que, donc ici je vous ai mis une petite variété de cartes qu'on peut trouver et qu'on peut avoir, moi c'est ce que j'ai. Je vous ai pas mis tous ceux dont je dispose, mais par exemple j'ai une carte de tickets restaurant, pour gérer les tickets restaurants, qui est éditée par Sodexo, et Sodexo il se trouve que c'est maintenant Plugsy FR. Et on pourrait le généraliser à d'autres prestataires, il y a des banques aussi, qui ne souhaitent pas s'interfacer avec des solutions comme Samsung Wallet, Google Pay, Apple Pay, parce qu'elles ont des frais quand elles émettent des transactions. Et donc il y a des sociétés qui choisissent de gérer elles-mêmes la transaction, donc d'avoir dans l'application de la marque, donc par exemple je pense à Hello Bank qui ne veut pas s'intégrer sur... Hello Bank c'est le groupe BNP Paribas, qui ne veut pas s'intégrer sur Samsung Wallet ou Google Pay ou Google Wallet, ce qui s'intègre sur sa propre application bancaire. Ce qui fait que c'est, je trouve, moins pratique à utiliser. Maintenant ça se comprend aussi du point de vue d'une banque, etc., de ne pas payer de frais de transaction additionnels. Et sur certains produits, comme les produits Apple, ça pose problème, puisqu'Apple, jusqu'à très récemment, refuse catégoriquement que les transactions ne passent pas par ces systèmes de paiement, donc Apple Pay. Donc ça peut poser problème, et donc ça oblige les banques à passer par la solution de la marque. Ça c'est pour les titres restaurants, donc je vous l'ai dit, vous avez Ticket Restaurant, donc le groupe Enderud, je sais pas comment on prononce, qui eux s'intègrent dans les Samsung Wallet, Google Wallet, donc c'est extrêmement pratique à utiliser. Et vous avez donc Sodexo, donc Plugsy, qui est une catastrophe. Leur application, c'est une plaie à utiliser, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi mal fichu. Tous les midis, l'application crash, impossible de consulter le solde, des trucs comme ça. Donc on peut éventuellement bien faire les choses sans passer par du Samsung Wallet et du Google Wallet, mais eux, clairement, ils savent pas faire bien les choses, et ils sont incapables de faire une application qui tient la route et qui est fonctionnelle. Vous me direz si vous avez un autre avis, mais quand on regarde les notes sur le Google Play Store, vous verrez que c'est une catastrophe. Il y a peu de gens qui arrivent à utiliser l'application. On a aussi la possibilité de stocker les cartes de fidélité, alors je ne vais pas vous mettre mes codes barres, etc., mes cartes de fidélité, donc ça permet de dématérialiser, par exemple, ici j'ai une carte Carrefour, quand je passe en caisse, juste avec le smartphone, j'ai carte de fidélité et carte de paiement ensuite, et la possibilité de dématérialiser des coupons quand vous avez des coupons. Donc quand je vais dans tout, vous voyez ici tout ce qu'on peut mettre dans l'application Samsung Wallet, donc vous aviez les passes sanitaires, mais bon, c'est plus trop d'actualité maintenant, mais on sait pas, peut-être un jour ça reviendra, je le souhaite pas. Billets de voyage, donc vous pouvez mettre éventuellement des titres de transport pour prendre l'avion, c'est surtout pour les dématérialiser, pour les avoir avec vous. Des billets d'événements, concerts, etc., quand le partenaire évidemment est supporté. Les clés numériques, ce sont les clés de voiture, donc vous voyez ici Samsung supporte BMW, Genesis, Hyundai, Kia, Mini et BYD, donc ça fait quand même un petit panel de marques qui peuvent être supportées. Il n'y a pas les Tesla, les trucs comme ça, mais elles ont leurs applications propriétaires. C'est un peu le même genre, je vous l'ai dit, qu'avec des cartes de paiement, où la société choisit d'utiliser son application, plutôt que permettre d'externaliser sur une autre application pour centraliser. Et puis donc vous avez les coupons, je vous l'ai dit, et les cartes de paiement. Les cartes de paiement, c'est quand même évidemment le gros du morceau. Donc quand on arrive en caisse, on peut payer, au lieu de payer avec sa carte physique, on peut payer avec sa carte virtuelle. La carte virtuelle, c'est pas un clone de la carte physique, c'est une carte qui est émise par la banque, au même titre que vous avez une carte de paiement matérielle. C'est donc une carte avec son propre numéro, tout est spécifique à cette carte-là. C'est comme si vous aviez une carte en plus, mais vous n'avez pas de frais additionnels, puisque la carte est rattachée au moyen de paiement d'origine. Donc vous avez une carte différente, mais rattachée au moyen de paiement d'origine. Et le principe général, c'est que vous n'avez pas les limitations du sans contact que vous pouvez avoir sur des cartes physiques. Donc vous pouvez aller jusqu'à vos plafonds de paiement de carte bleue. Et par contre, ce qui est très intéressant, c'est que c'est protégé par un code PIN. Donc si je choisis ma carte Fortuneo et que je mets mon empreinte digitale, vous voyez ici que, comme je suis sur un téléphone Samsung avec Samsung Wallet, automatiquement,
le NFC a été activé, parce que par défaut, moi, il n'est pas activé, donc il s'active quand j'utilise ce type de choses. Donc Samsung active mon moyen de paiement et le NFC, et j'ai juste à le déposer sur le terminal, et il va y avoir le paiement. La chose qui est fondamentalement différente par rapport à la carte que vous avez ici, la carte de paiement, que ce soit Mastercard ou carte bleue, peu importe, c'est, vous l'avez vu, la saisie de l'empreinte digitale. Vous n'avez pas de risque que quelqu'un voit le code pour aller payer. Alors vous pouvez quand même faire une identification, je crois, par un code, c'est le code de déverrouillage du smartphone, mais normalement, le principe de fonctionnement, c'est de la biométrie, donc c'est empreinte digitale, empreinte rétinienne pour les niveaux de sécurité les plus élevés, comme une application bancaire. Si vous ne faites pas le paiement dans les délais, évidemment, la transaction est annulée. Et c'est un trousseau de cartes, donc vous pouvez avoir plusieurs banques et choisir la banque très rapidement, enfin la carte bleue de la banque qui vous intéresse. Donc ça marche nickel, j'ai jamais eu de souci avec ça. Je crois même pas qu'il y a besoin d'avoir de réseau data pour que ça fonctionne. Il me semble que tout se fait sur le smartphone. Ça marche impeccable, et puis surtout quand vous êtes en caisse, pouvoir enchaîner, que ce soit chez Ikea, Carrefour, peu importe, hein. Vous enchaînez saisie de la carte de fidélité, saisie du paiement, tout ça sans grande contrainte sur les plafonds. Honnêtement, c'est extrêmement fluide, extrêmement pratique, et donc Samsung Wallet ou Google Wallet si éventuellement vous êtes plus intéressé par la solution Google, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Sur un smartphone Samsung, je vous conseille quand même de prendre la solution Samsung. Moi je trouve qu'elle est très très bien faite, elle est très efficace. Il y a plein de petits raccourcis un peu partout pour venir l'ancrer, donc elle fonctionne plutôt bien, et c'est plutôt ce que je peux vous conseiller. Donc pour les moyens de paiement, pour les types de transport et compagnie, voilà ce que je peux vous conseiller. Mes retours sont très bons, j'ai pas de soucis particuliers, mais j'utilise pas non plus toutes les fonctionnalités, vous l'avez vu. Il y a des possibilités qui sont dans cette application-là que je n'utilise pas, mais dans l'ensemble, ça fonctionne très très bien. Et ça, c'est principalement donc pour tout ce qui est paiement, fidélité et compagnie. Il reste une dernière chose, c'est évidemment maintenant l'identification, donc présenter votre identité et prouver votre identité. À chaque fois, vous le voyez, j'essaie de trouver des subterfuges pour vous montrer quand même les documents papier, matériel, les cartes physiques qui existent, pour vous montrer la dématérialisation possible, mais il faut quand même que je protège évidemment mes données privées, mes données confidentielles. Donc j'essaye de faire au mieux, j'espère qu'au montage je ne vais pas avoir de mauvaises surprises, mais je vous ai ici mis un petit panel de ce qu'on peut essayer de dématérialiser pour vous dire où on en est un petit peu. Alors il y a deux applications majeures quand on veut dématérialiser. L'application majeure, la plus grosse application, c'est France Identité, qui est une plateforme montante en France pour y stocker vos documents d'identité. Et puis vous avez l'identité numérique de la Poste qui permet de faire quelques petits trucs comme prouver votre identité sur certaines démarches, ça peut être pratique. Et alors qu'est-ce qu'on a envie de dématérialiser, de mettre dans son smartphone ? Je vous ai mis ici un petit panel, vous aurez peut-être d'autres envies, comme le passeport, les trucs comme ça que j'ai pas mis là, mais j'en ai un, c'est pas le problème, c'est juste que il y a des problématiques qui sont différentes en fonction de tous ces types de documents. Donc vous avez la carte d'identité, ici c'est la nouvelle carte d'identité format carte de crédit, donc la carte d'identité biométrique. Alors je vous montrerai une capture d'écran d'une carte d'identité générique, juste pour vous montrer, elle a la puce, elle a la biométrie, donc avec du NFC, tout ça. C'est comme une carte bleue en termes de fonctionnement, et ce sont des cartes qui peuvent servir à une espèce de double authentification. Vous pouvez la poser au dos du téléphone et ça prouve que vous êtes en possession de votre carte d'identité et vérifier par un challenge que vous êtes bien le détenteur de cette carte d'identité. Vous avez le permis de conduire, donc ici moi j'ai toujours le vieux permis de conduire, enfin c'est peut-être pas le vieux mais un vieux permis de conduire papier. Ce permis de conduire on peut aussi le dématérialiser. La carte d'assurance maladie pour moi pour le moment ne peut pas, mais je pense qu'on devrait pouvoir à terme le faire. Vous avez la carte grise, donc le certificat d'immatriculation de votre véhicule. Lui, on devrait pouvoir d'ici novembre, je crois, si j'ai bien compris, le mettre sur France Identité, donc ça sera encore un document en plus, et je vous l'ai mis à l'envers parce que sinon il y a trop d'informations privées, mais vous avez aussi tout ce qui est certification d'assurance, qui est maintenant rattaché normalement à la carte grise, donc je crois même qu'on n'aura plus besoin du tout d'avoir ce type de document sur soi. La carte grise suffira pour remonter automatiquement si vous êtes assuré ou non, chez qui, enfin voilà, plein d'informations de ce type-là. Et donc éventuellement peut-être vous pourrez avoir le certificat d'assurance automatiquement dans France Identité. Alors, pour France Identité, puisque je vous l'ai dit, c'est l'application Pivot. Alors, je vais la lancer, mais je ne vais pas déverrouiller l'application, parce que sinon, dedans, on va avoir plein d'informations privées, et j'ai pas envie qu'on les voit. C'est une application qui se trouve sur votre smartphone, que vous pouvez télécharger, et qui est protégée par biométrie. Donc, vous allez voir que même si vous avez votre téléphone qui est déverrouillé, elle va vous redemander de le déverrouiller pour accéder aux données qui sont dedans.
Ce qu'il faut savoir, c'est que France Identité, actuellement, au moment où je vous fais la vidéo, le pivot qu'elle a, c'est de fonctionner sur les nouvelles cartes d'identité. Et tôt ou tard, on va tous basculer sur les nouvelles cartes d'identité. Moi, mon ancienne carte d'identité, elle était périmée depuis 4 ans déjà. Alors, périmée au sens... elle était encore acceptée, puisque je vous rappelle que les cartes d'identité ont été étendues, je crois, de 5 ans, au-delà de leur date de fin de validité. Mais c'est problématique parce que si vous voyagez en zone limitrophe de la France, par exemple, je crois la Belgique, si vous n'avez sur vous que votre carte d'identité, si elle est périmée au sens... la date qui est dessus est passée, la Belgique ne la reconnaît pas comme un document d'identité valide, alors que la France, elle a décidé de prolonger sa durée de vie, donc ça ne lui pose pas de problème. Mais les lois qui s'appliquent en France ne s'appliquent pas en Belgique, comme c'est un document étranger, ils regardent scrupuleusement ce qui est écrit sur le document, et la carte est considérée comme périmée. Ce qu'a choisi la France pour dématérialiser les documents d'identité, et c'est une bonne démarche je trouve, qui est discutable sur certains points, mais c'est une bonne démarche, c'est la souveraineté nationale numérique. C'est de dire que on ne souhaite pas en France passer par des Google, des Apple, des Samsung, pour venir y stocker les documents d'identité des ressortissants. Donc, la France a développé son propre système pour y stocker les documents d'identité, entre autres, les portails qui se permettent de stocker tous ces documents-là. Ça a des avantages, beaucoup d'avantages, évidemment ça a un coût, la maintenance, la création de cette application, tout ça, mais ça permet d'assurer que la France gère elle-même la manière de sécuriser les différents documents d'identité de ses ressortissants, donc ça c'est très important. Le seul bémol que je trouve dans l'opération, parce que sinon de manière générale je trouve que ça marche plutôt bien, j'ai pas de soucis particuliers, j'ai même essayé moi la démarche, ça fonctionne bien, franchement, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, tout est reconnu tout de suite, alors peut-être en fonction des téléphones, il y a des compatibilités différentes, mais en tout cas, donc là, le seul bémol que je peux trouver à cette solution-là, c'est que de ma connaissance, elle n'est pas open source. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, en tant que citoyen français, auditer les applications qui sont éditées par la République française pour vérifier s'il n'y a pas des failles de sécurité, des violations de confidentialité des données, des choses comme ça. Donc vérifier la qualité des applications qui sont disponible pour l'ensemble des citoyens français. Ça, je trouve que c'est dommage. Ça aurait été, je pense, une belle initiative de le faire. Alors certes, ça peut mettre en évidence très rapidement des grosses failles de sécurité et que des gens en profitent, c'est l'inconvénient, mais ça permet aussi de les identifier rapidement et de les corriger, ces vulnérabilités-là. Donc c'est aussi un point important. Alors le pivot de l'identité numérique, donc de ce France Identité, c'est la carte d'identité biométrique. Une fois que vous avez une carte d'identité avec biométrie, qui nécessite pas mal de démarches, en fait les mêmes démarches quasiment que si vous demandez si vous avez l'habitude de demander un passeport, c'est la même chose, c'est la prise d'empreinte, les 4 doigts de la main, pas le pouce, des 2 mains je crois, et tout ça est stocké avec vos informations personnelles dans une enclave sécurisée de la carte d'identité. Et donc, une fois que vous avez cette carte d'identité biométrique, vous pouvez l'intégrer sur votre smartphone comme preuve de votre identité, et c'est ça qui va vous permettre de dématérialiser dans un premier temps votre carte d'identité et de servir de pivot pour tous les autres documents ensuite. Vous pouvez avoir aussi une authentification renforcée. Dans ce cas-là, une fois que vous aurez fait toutes ces démarches, il faut retourner en mairie avec un QR code qui est généré par l'application pour confirmer l'identité sur ce smartphone de votre carte dématérialisée. En faisant ça, vous aurez accès à des services supplémentaires avec la partie France Identité. Quand vous avez fait ça, vous pouvez ensuite dématérialiser, alors soit le nouveau permis de conduire, si vous avez un nouveau permis de conduire, pareil au format carte de crédit, mais même si vous avez des anciens permis de conduire, alors les anciens ou les anciens, vous pouvez les dématérialiser à partir du moment où il n'y a pas d'inconsistance dans vos données personnelles, donc dans votre nom, prénom et compagnie. Si les documents correspondent, vous pouvez les charger. Ça se passe, alors il y a le portail, je crois que c'est le portail où on règle ses amendes, etc., qui permet d'éditer le document issu de votre permis de conduire et vous l'associez derrière dans France Identité. Carte grise, je ne peux pas vous dire encore comment ça marche, puisque je vous ai dit ça va être lancé fin d'année, novembre je crois, si j'ai bien compris. Pour le reste, carte d'assurance maladie et compagnie, à ma connaissance, pour le moment, c'est pas encore possible de faire le nécessaire. Votre carte de mutuelle, si vous avez une mutuelle privée, là par contre vous savez probablement que c'est dématérialisé depuis un petit moment, on ne vous fournit plus normalement les versions papier. Par contre, dès que vous allez dans une pharmacie, limite ils sont en train de pleurer, en train d'essayer de vous photocopier l'écran de votre smartphone parce qu'ils veulent absolument une version papier. Donc ça, on voit qu'il y a encore tous les professionnels sont vraiment pas au point sur ces étapes de dématérialisation. Pour les gens qui ont connu l'arrivée de la carte vitale, donc la carte d'assurance maladie, la carte verte,
vous savez peut-être que les praticiens étaient vraiment réticents à l'idée d'utiliser ce genre de choses. Et pour autant, je trouve que les initiatives françaises sont vraiment sympas. Si vous connaissez les portails qui permettent par exemple d'héberger tout ce qui est vos ordonnances, vos résultats d'analyse, des choses comme ça, il y a vraiment tout un tas de trucs autour de la gestion des données personnelles qui sont assez confidentielles, hein. Tout ce qui est l'identité, tout ce qui est le soin, donc des données vraiment importantes. Il y a des portails officiels français qui existent et qui permettent de le faire, qui permettent d'éviter d'envoyer ces informations-là sur des privés qui, eux, sont peut-être un petit peu moins regardants sur la gestion de vos données personnelles, peut-être les exploitent, on ne sait pas exactement toujours, même s'ils ont des garanties, qu'est-ce qu'ils en font et comment ils les gèrent. Donc, moi je préfère avoir un truc officiel, organisme d'État, c'est eux qui émettent mes titres d'identité et compagnie, je trouve plus sain que ce soit eux qui gèrent aussi mon identité numérique. Donc je vais déverrouiller l'application, évidemment je vais cacher le haut de l'application, parce que le haut de l'application est très privé, puisque c'est là où j'ai mes deux cartes. Vous avez deux cartes qui sont empilées, vous avez la carte d'identité et le permis de conduire dématérialisé. Et vous voyez ici qu'on a des choses qui sont intéressantes, comme les scans de QR code, les justificatifs d'identité, les partages de données. L'application vous permet aussi de vous authentifier sur les portails si vous avez besoin de vous connecter via France Connect ou France Connect Plus. Ça permet d'utiliser aussi cette application pour le faire. Et les justificatifs d'identité, c'est pour moi les gros points très importants de ces applications. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les versions dématérialisées qu'on a sur son smartphone ne sont pas strictement équivalentes aux versions physiques. Par exemple, un exemple que j'ai eu très concret, il y a eu des élections il y a assez peu de temps, vous ne pouvez pas aller voter avec votre carte dématérialisée, même si votre carte dématérialisée représente normalement l'équivalent de votre carte physique d'identité. Vous avez donc votre petit papier là pour aller voter, et vous devez avoir votre carte d'identité ou un document prouvant votre identité, peu importe, mais vous ne pouvez pas utiliser, pour le moment en tout cas, vous ne pouvez pas utiliser les versions dématérialisées, très probablement parce que les centres de vote n'ont pas les équipements pour vérifier votre identité, puisqu'il faut de l'électronique évidemment pour le vérifier. Donc une application peut-être ou quelque chose sur les téléphones des assesseurs pour vérifier que vous êtes bien vous. Par contre, les forces de l'ordre en sont équipées. Donc si vous avez des contrôles d'identité, que ce soit en conduisant ou autre, vous pouvez présenter ces documents-là. S'ils ne sont pas capables de les vérifier, c'est quelque part leur problème à eux et pas le vôtre. Ça représente un document d'identité officiel. Mais si vous voyagez, par exemple SNCF, et je sais que j'avais retweeté là-dessus assez récemment, SNCF ne gère les cartes d'identité dématérialisées pour prouver votre identité que depuis très peu de temps. Je crois que c'est quelque chose comme mai ou juin. Donc c'est quelque chose d'assez récent. Pour autant, donc, ça se comprend aussi parce que les documents d'identité dématérialisés, ils sont applicables à tout le monde depuis février, je crois, quelque chose comme ça. Tout le monde peut, avec la nouvelle carte d'identité biométrique, activer son portail et son application, donc France Identité, et l'utiliser. Donc ça se comprend aussi, il faut laisser le temps de tout mettre en place. Donc je vous montre la création d'un justificatif d'identité. Vous voyez, vous pouvez mettre un nom de la personne à laquelle vous voulez remettre vos justificatifs d'identité. Vous pouvez choisir une durée de validité, donc d'une semaine à 3 mois avec quelques variantes. Un motif, ça peut être ouverture d'un prêt bancaire, location d'un logement, des trucs comme ça. Et vous avez en dessous ici les données d'identité que j'ai cachées, mais voilà, vous avez en gros les données qui vont être partagées avec la personne que vous avez, avec laquelle vous voulez partager les informations. Donc vous savez exactement ce qui va être partagé. C'est pour moi essentiel ce genre de choses pour les gens qui savent, enfin qui ont l'habitude en fait de ce type d'usage, avoir des gens qui font vos photocopies de tous vos documents, etc. et on ne sait pas ce que ça devient. Ils sont incapables de vous donner un suivi, de vous dire oh, c'est bon, on les a détruits, comment on les détruit, à quel moment on les détruit. C'est, je pense, inadmissible ce genre de comportement et de situation. Quand vous passez un document d'identité, vous devez avoir la certitude de savoir comment il va être géré. Et il y a plein de sociétés, je suis passé par exemple pour du prêt bancaire, je suis passé par l'organisme CAFPI, enfin la société CAFPI, qui a eu des fuites de données. J'ai été impacté par des fuites de données alors que ça faisait plus de 15 ans, je crois, plus de 10 ans en tout cas, que j'avais cessé d'avoir des interactions avec eux. Ils avaient conservé toutes mes données personnelles. Donc vous voyez, c'est extrêmement problématique ce genre de situation, et c'est pour ça qu'il ne faut pas continuer dans ces situations-là où on peut partager éternellement des données personnelles avec des sociétés, des organismes ou autres. C'est normal de pouvoir temporairement justifier de son identité, mais la personne ne doit pas pouvoir conserver quoi que ce soit à l'issue de cette vérification. Pour le partage de données, je vous montre juste comment ça marche, mais vous appuyez sur partage de données donc, et vous pouvez justifier de votre identité aux forces de l'ordre. Donc vous voyez ici, permis de conduire, vous sélectionnez le permis de conduire,
et vous avez des informations qui vont apparaître automatiquement ici, donc vous avez la liste des informations qui vont être envoyées en sans contact, donc vous avez la photo, nom, prénom et compagnie, tout ça va être transmis en NFC, donc en sans contact, aux forces de l'ordre, donc qui sont normalement des agents assermentés, donc qui savent traiter ce type de choses, puisqu'ils le faisaient déjà avec des documents matériels. Dernière petite chose, et on est sur un autre niveau évidemment que France Identité, mais vous avez l'identité numérique de la Poste. L'identité numérique de la Poste, c'est pas vraiment du même niveau que France Identité, évidemment, on n'est pas sur une carte d'identité, on n'est pas sur un permis de conduire. Mais avec ce type d'application, vous pouvez quand même faire des démarches qui nécessitent la vérification de votre identité. Donc France Identité, en fait, le principe, c'est d'y héberger vos documents d'identité. Par contre, l'identité numérique, elle, c'est plus pour justifier de votre identité. Vous faites une première démarche, par exemple à la Poste, vous créez votre identité numérique, donc avec un compte La Poste en gros, et vous allez justifier avec votre carte d'identité ou des documents qui justifient de votre identité et de votre résidence, vous allez justifier de votre identité numérique, et ensuite certaines démarches vont être énormément simplifiées pour vous connecter. Par exemple, si vous allez sur le site des impôts, vous avez des France Connect, des trucs comme ça, vous pouvez utiliser l'identité numérique. Pour le vote aussi, il me semble que vous pouvez faire du vote par procuration et que vous pouvez utiliser donc l'identité numérique pour permettre le vote par procuration, sachant qu'on pourra aussi le faire avec France Identité, je crois, prochainement. En tout cas, pour le moment, je crois qu'on peut pas, mais on devrait pouvoir. En tout cas, c'est des choses qui changent beaucoup, donc ce que je dis peut être amené à évoluer aussi entre le moment où je le dis et le moment où la vidéo, vous la verrez, et peut-être même c'est déjà faux au moment où je vous le dis, mais bon, bref. Et vous avez aussi quelques démarches que vous pouvez faire très facilement avec votre identité numérique. Il suffit de cliquer sur mon identité, vous avez un QR code que vous pouvez présenter ce coup-ci à un agent. Alors là, on n'est plus sur les forces de l'ordre ou autre, mais par exemple, ça peut être un guichet de poste ou des choses comme ça. Et du coup, ça vous permet de récupérer des colis, d'émettre des documents, des choses comme ça, en prouvant votre identité de manière renforcée. Donc, c'est une version simplifiée de France Identité, mais qui peut vous aider dans beaucoup de démarches. Donc je voulais aussi en parler rapidement, parce que ça nécessite quand même d'investir un petit peu de temps, créer son compte et compagnie, d'aller le faire vérifier une fois, hein, mais d'aller le faire vérifier auprès de la Poste, par exemple. Il y a d'autres sociétés, enfin d'autres organismes qui vérifient tout ça, mais je crois qu'il faut passer principalement par la Poste. Donc voilà, ça vous permet comme ça de comprendre le panel des possibilités pour l'identité, pour justifier de votre identité de manière plus ou moins forte. Voilà en ce qui concerne cette vidéo, vous l'avez je pense compris, donc dématérialisation au maximum pour moi, de manière à pouvoir sortir uniquement avec mon smartphone, peut-être ma montre, mais je vous l'ai dit, j'ai un usage moindre de la montre, mais en tout cas sortir avec mon smartphone, et avec le smartphone, faire l'intégralité de ce que j'ai besoin de faire en fait au quotidien. Un smartphone, ça se perd, ça se casse, bien évidemment, mais ça se renouvelle aussi s'il y a besoin, et quand tout est dématérialisé, évidemment, c'est beaucoup moins embêtant que de devoir refaire tout ça. Si vous perdez de l'argent, bah, vous l'avez perdu, peut-être quelqu'un vous le rendra, mais ça va être compliqué de prouver que c'est votre argent à vous. Si vous perdez vos clés, c'est pareil, c'est compliqué. Vous avez peut-être des doubles, des choses comme ça, mais si vous perdez vos clés de voiture, si vous perdez votre clé de logement, vous aurez sûrement envie de remplacer les verrous. Ici, vous aurez juste besoin de renouveler l'application dans le smartphone, et puis c'est reparti. Pareil pour les moyens d'identité, des choses comme ça. Si vous les perdez physiquement, c'est compliqué, faut justifier la perte et tout ça, les faire renouveler. Même si vous avez des assurances qui vous aident et compagnie, la version dématérialisée vous assure que, au pire, elles sont bloquées dans un téléphone qui est protégé. La personne va peut-être réinitialiser le téléphone, le revendre, mais vos données numériques normalement sont protégées, et puis bah, vous rachetez, si vraiment vous ne retrouvez pas votre téléphone, vous le rachetez, vous remettez dedans, vous reconfigurez tout ça, et vous êtes reparti, et vous n'avez pas besoin de refaire l'intégralité de ce que vous voyez sur ce bureau, donc c'est plutôt sympathique. J'espère en tout cas que cette vidéo, et puis ce partage d'utilisation, d'expérience vous aura intéressé. N'hésitez pas, donc si vous avez des commentaires, si vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord avec moi, si vous avez des usages complémentaires, peut-être que vous avez effectivement, vous, une voiture avec un accès par smartphone, que je n'ai pas, donc que je ne peux pas expérimenter, même si j'ai testé une Tesla, donc je sais à quoi ça ressemble, hein, bien sûr. Peut-être vous avez des mauvaises expériences avec le paiement, avec la présentation, donc France Identité, la présentation de votre identité numérique, des choses de ce type-là. Bah, n'hésitez pas, si vous avez un avis entre Google Pay, Samsung Wallet, enfin Google Wallet, Samsung Wallet, des choses comme ça, bah, n'hésitez pas aussi à donner votre avis, ça peut aider des gens qui vont regarder ce contenu et puis qui hésiteraient. Et puis si vous êtes vraiment contre tout ça, essayez aussi, si vous voulez, de laisser un commentaire, justifiez pourquoi vous êtes tout ça, il faut quand même que ce soit rationnel. Si vous avez une peur irrationnelle de la dématérialisation, je pense que c'est difficilement compréhensible. Vous n'avez pas envie d'y passer, c'est une chose, mais il faut que vos arguments tiennent la route. Il y a des arguments que j'ai listé, que je peux continuer à lister sur le niveau de sécurité, le niveau de risque à utiliser des versions numériques, et qui sont
bien moins élevé que sortir de chez soi avec tout ça. Maintenant, si vous avez des arguments qui vont à l'opposé de ce que j'explique, n'hésitez pas à les donner. La perte de souveraineté quelque part, ou des choses comme ça, la perte de contrôle en ce qui concerne l'argent. Il y a des points qui peuvent être soulevés, mais il faut quand même pouvoir tenir la route sur les arguments qu'on sort. Il ne faut pas juste que ce soit une peur irrationnelle, sinon, évidemment, je pense pas que ça doit vraiment être pris en compte dans un choix quand on veut passer d'une solution physique à une solution dématérialisée, donc numérique. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.